Chères auditrices et auditeurs, bonsoir. Nous sommes vendredi soir, vous écoutez La Méridienne, l'émission de Méridien Zéro, retranscrite par nos camarades de Québécois Liberata, sur Radio Bandiera, sur Radio Liberté, bref, tous ces gens avec qui nous travaillons et nous collaborons. Avant de recevoir nos invités de ce soir et de passer à la discussion générale, quelques points ou quelques mots sur les difficultés qu'a rencontré le site et la radio, des difficultés récurrentes depuis à peu près une semaine et demie. Alors, au départ, on ne sait pas trop quel est le souci. Est-ce que c'est une attaque par un robot ? Est-ce que c'est tout simplement un plugin de notre fournisseur d'accès, enfin fournisseur de services qui fonctionnait mal ? Le fait est que pendant 2-3 jours, donc la semaine dernière, la radio a été... on ne pouvait pas s'y connecter. Ce qui nous a obligé, ce qui a obligé en particulier notre camarade webmestre, nous le saluons bien bas, à essayer de trouver une solution pour contourner de toute façon ce qui apparaissait comme une saturation. Alors tant mieux, hein, nous sommes victimes de notre succès. Mais il n'empêche, on avait globalement des tuyaux trop petits par rapport à votre demande. Et du coup, il a trouvé une solution, alors qui est sans doute un petit peu provisoire. C'est-à-dire que le site est appelé à évoluer encore, en particulier avec un autre fournisseur de services. Pour l'instant, en tout cas, cette solution, elle fonctionne, mais elle a eu des ratés. Bon, premièrement, le site a de nouveau été inaccessible quand on a fait migrer les fichiers, et il y en a pour plus de 40 gigas. Et là, aujourd'hui, nous sommes quand même en limite, nous ne sommes pas loin des 50 gigas assignés par le fournisseur. Ce qui fait que, par ailleurs, de nouveau, avant-hier, le site était hors jeu. Alors, deux choses. Premièrement, nous vous prions de nous excuser pour ces soucis. Ça s'est traduit bien sûr au niveau de l'audience. J'espère que ceux d'entre vous qui se sont cassés le bec et le nez reviendront bien sûr pour réécouter nos émissions. Un petit rappel, le lieutenant Sturm fait sa chronique tous les jours. Notre camarade situé en Allemagne, Olivier Tissier, nous fait une chronique toutes les semaines. Un revu et corrigé devrait être mis en ligne ce week-end. Et puis vous avez évidemment la Méridienne tous les vendredis soirs. Nos camarades d'Orage d'Acier ont l'air d'avoir quelques soucis là depuis 3 semaines, mais je pense qu'ils devraient nous refournir des émissions qui, comme d'habitude, provoqueront polémique ou engouement. Voilà, donc continuez de rester à l'écoute. Nous, de notre côté, en tout cas, nous continuons notre travail. Alors, ce soir, nous recevons, comme tous les 2 mois, nos camarades d'éléments, de la revue, bien sûr, pour faire un petit peu un panorama à la fois de la revue, du dernier dossier. Nous sommes donc sur le numéro d'avril-mai 2007, c'est le numéro 165. Alors, c'est un numéro qui est consacré avant tout aux médias, mais qui, je pense, pour ceux d'entre vous qui l'ont lu déjà ou qui l'ont acheté ou parcouru, ne serait-ce qu'en kiosque, vous aurez bien sûr remarqué que c'est la figure qu'on trouve en couverture qui tout de suite attire l'œil, à savoir la figure de Christophe Guilluy. Je pense que l'émission va être très très difficile. Mais oui, mais c'est pas possible d'avoir un nom qu'on prononce pas comme... bref. Donc Christophe Guilluy, figure maintenant un peu connue quand même du milieu intellectuel français, par ses travaux géographiques et sociologiques, et qui a fait l'honneur et l'avantage à Éléments de répondre à ces questions. Alors, pour évoquer évidemment le dossier, nous recevons Pascal Esseric. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et avec lui, Serge Gadal. Bonsoir. Bonsoir Serge. Et Thomas Hennetier. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Et avec moi, bien sûr, mon vieux camarade Wilsdorf. Bonsoir Jean-Louis. Pour mener les questions et les entretiens. Voilà. Alors, 3 aspects importants dans ce dossier, je le disais. Donc, un dossier sur les médias qui, aujourd'hui, prend toute son actualité. Un entretien avec Christophe Guilluy qui, lui aussi, prend toute son actualité. Et dernier point important, je trouve, alors il y a bien sûr les recensions de livres publiés, etc., qui sont toujours aussi intéressantes, mais il y a également l'article d'Alain de Benoît sur les catholiques en France,
qui me semble important par la réflexion qu'il suggère et par les questions qu'il pose. Alors, par quoi est-ce que vous voulez commencer tous les trois ? Est-ce qu'on commence par l'entretien, par l'article, par le dossier ? Il me semble que à la fois l'actualité le commande. L'entretien de Christophe Guilluy marque en tout cas le numéro. En plus, avec l'actualité, il est aujourd'hui omniprésent. Alors pourquoi il est omniprésent ? Parce qu'il me semble que le système médiatique est tellement épuisé, est tellement à bout de souffle qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, ce qui se passe dans les profondeurs de dans les profondeurs de l'électorat en France. Et donc, tout simplement, il n'arrive pas à comprendre le résultat de ce premier tour. Et donc, se tourne vers Christophe Guilluy. Et effectivement, là, toute cette semaine, on a pu voir qu'il a été interrogé. Et comme appelé à la rescousse pour expliquer, mais qu'est-ce qui se passe et surtout qu'au-delà du fait d'être interrogé, on peut être surpris de voir Christophe Guilluy être rappelé comme une référence ou de rappeler systématiquement ses travaux dans quasiment, je ne vais pas dire systématiquement, mais presque les débats qui tournent autour de ce premier tour, comme s'il avait été... il est devenu une référence donc, mais cette manière qu'il a eue d'envisager les choses, aujourd'hui... on voit la presse et pas mal de penseurs s'accaparent ses travaux. C'est assez surprenant. Oui, bien sûr. Oui. S'accaparent ses travaux parce qu'il est le seul. Il explique d'ailleurs dans l'entretien, il est le seul à avoir lancé à la figure de tout le monde que le retour de la lutte des classes, quoi. Donc, d'un coup, en plus, l'actualité ces derniers jours, on a pu le voir, c'est que d'un coup, alors je sais, le système médiatique, la nouvelle classe, l'oligarchie, chacun trouvera les mots qui conviennent, a pu voir en direct à la télévision les thèses de Guilluy en action. Oui, quasiment se matérialiser. Oui, exactement. C'est-à-dire en action, en photo. On a pu voir d'un côté Emmanuel Macron dans sa réunir ses... les dirigeants, sa cour, enfin bon, voilà, les dirigeants de cette entreprise, on le voilà. Et Marine Le Pen poursuivre ce qu'elle a engagé, et souvent dans la perplexité, pendant toute la campagne, ces actions dans les entreprises, qui n'ont pas eu beaucoup de relais, me semble-t-il. Mais là, pof, d'un coup, ça c'est la magie de la télévision, d'un coup, ça s'est cristallisé chez les Whirlpool lundi dernier. Ouais. Je trouve d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, je trouve qu'en effet l'affaire Whirlpool est extrêmement symptomatique, ne serait-ce que par ce militant, ce délégué CFDT, donc qui est menacé, alors j'ai oublié son nom là tout de suite, mais qui est donc menacé d'exclusion par sa centrale syndicale, parce que il a dit très franchement qu'il voterait pour le Front National. Et sa réponse en fait aux journalistes, donc il a fait cette déclaration mardi ou mercredi, et du coup les journalistes lui sont tombés dessus jeudi. Et la réponse qu'il fournit à France Info, je trouve, en particulier, parce que moi je l'ai entendu sur France Pipo, sa réponse est tout à fait symptomatique. En gros, il dit, écoutez, voilà, nous, on perd nos boulots. Et en fait, la seule chose en gros, les dirigeants du syndicat font, c'est de venir nous emmerder, et il utilise le terme, de venir nous emmerder par rapport à ce qu'on vote.
Il dit c'est Gavant. Alors il a son accent picard bien affirmé, hein, on ne peut pas se tromper. C'est en effet un ouvrier de Picardie. À lui seul, en fait, il résume en effet quasiment tout ce que Christophe Guilluy a pu écrire justement sur cette France délaissée. Et à côté de ça, le même jour, on a Emmanuel Macron allant se promener à Sarcelles. En gros, cultivant le vivre ensemble, hein, comme on dit. C'est en effet, je trouve, pour le coup, ça prend toute sa saveur. Et c'est là où je voudrais revenir au travail d'éléments. Souvent, il peut y avoir une critique sur oui, mais le monde des idées ne nous concerne pas directement, il n'y a pas d'application, on ne voit pas très bien où vous voulez en venir, etc. etc. C'est une critique un petit peu récurrente, sauf quand tout se cristallise. C'est-à-dire que quand le travail de dizaines d'années se cristallise à un moment donné. Pour en revenir, en fait, par exemple, au succès d'éléments cette dernière année, je crois que c'est ça. C'est que, en réalité, c'est un succès qui se cristallise après 40 ans de travail, quoi. Donc, si on voit à la fois les traversées du désert, mais que Christophe Guilluy a connu lui aussi, la traversée du désert de Christophe Guilluy ou d'Alain de Benoît ou d'autres penseurs qui ont traversé en fait les années 90, 2000, qui ont traversé une période de glaciation intellectuelle. Et aujourd'hui, c'est la banquise se fracture, et je crois que il y a à la fois une accélération de l'histoire, c'est assez passionnant à vivre. Je trouve que c'est passionnant à vivre depuis. Pour l'équipe, depuis un an, c'est... En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une belle récompense dans tous les cas. C'est-à-dire que c'est un travail de fond qui a été fait, poser des idées, les soutenir, les maintenir, et ce travail-là, comme tu le disais, au travers de certaines traversées du désert, de remise en cause, d'attaques systématiques, surtout qu'Élément a été l'objet depuis quelques temps, d'attaques assez, comment dirais-je, pas sanglantes, mais assez... on peut même le dire, et qu'aujourd'hui, effectivement, cette cristallisation donne raison, en quelque sorte, en tout cas, amène sur la place publique ce débat et ces idées qu'Élément défend depuis de nombreuses années autour d'Alain de Benoît. Exactement. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans l'interview de Guilluy, c'est pas directement le sujet de l'entretien, mais en l'occurrence, c'est quand même, une fois de plus, la façon dont il montre comment le milieu universitaire est totalement verrouillé. C'est très important, ça. Ça a été pour tout dire, il nous a donné 10 idées de sujets et 30 idées de dossiers, dont celui-là. La façon dont il décrit le harcèlement qu'a connu Michel Tribala par Hervé Lebras, par toute sa hiérarchie, etc. Et la façon dont il a insisté dans l'entretien. Il faut faire un livre noir de l'université française. Faites-le. Ça aura une suite. Bien sûr, ça aura une suite. On va travailler sur ce sujet-là parce qu'en réalité, il y a une mythologie, vous savez, la mythologie de la liste noire, du macartisme, etc., etc. Il y a eu des films, etc., mais en réalité, la France a connu ça aussi. Elle a connu ça dans les années 80, 90. Beaucoup de nos collaborateurs universitaires, beaucoup d'universitaires, écrivains ont eu à subir ça eux aussi. Et Guilluy, en mettant le doigt sur ce problème-là,
nous a donné une idée nous invite à aller travailler sur ce sujet-là, et on va le faire. Et on va. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nos forces dessus. Cette question-là intervient aussi suite au précédent numéro avec Marcel Gauchet. On avait évoqué avec François Bousquet et Patrick Péal justement lors de leur venue les problèmes qu'avait pu avoir aussi Marcel Gauchet avec sa hiérarchie. Enfin, l'hiérarchie, je crois qu'il n'en a plus rien à faire lui à son niveau. Mais l'attitude du milieu universitaire par rapport au fait qu'il soit présent dans l'élément et qu'il vienne de manière tout à fait décomplexée et avec beaucoup de simplicité. On est vraiment là sur quelque chose, sur un vrai problème de fond, sur quelque chose qui gangrène véritablement je dirais, à la fois le milieu universitaire et au plus large la pensée intellectuelle en France. Ouais. Mais disons que, encore une fois, c'est Marcel Gauchet a accepté et donc a accepté donc de faire cet entretien. Il ne s'en est pas, il s'est pas dédié. Il a affronté les oukases des uns et des autres. Et je pense, il y a quelque chose est en train de changer. Et nous, on va travailler, on va continuer à ce travail-là, ce travail pas d'intégrer, en tout cas d'être présent dans les universités, d'être présent, vraiment d'être beaucoup plus, encore plus que ce qu'on faisait, d'être vraiment présent sur ce terrain-là. Le colloque Proudhon que nous organisons le 20 mai, prochain, à cet égard, est assez révélateur. Thibaut Isabelle sort donc le 20 mai sa biographie sur Proudhon. Elle est préfacée par Michel Onfray. Ça aurait été si simple de faire un colloque avec Michel Onfray et Alain de Benoît et Thibaut Isabelle. Non. Bien sûr, il y aura Michel Onfray, Alain de Benoît et Thibaut Isabelle, mais on va y associer, et on y associe des universitaires. Je pense à Roger Su. Je pense là tout de suite les noms ne me viennent pas. Marc Alévi qui sera présent aussi. Voilà, oui, qui a fait un très bon livre sur mondialisation et relocalisation. Chantal Gaillard, qui est la présidente de la société des études proudhoniennes. Et Marc Imbert. Voilà. Tous ces gens-là, en réalité, ne savent plus où discuter. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus d'espace, médiatique qui leur offre ou une visibilité ou un espace d'échange. Et le but de Éléments, avec l'histoire d'Éléments, avec la vision du monde que porte Éléments, c'est de rassembler ces gens-là et de leur offrir une visibilité ou un espace d'échange, de confrontation. Et ça, je crois que on répondra. Je reboucle comme ça sur Christophe, sur le livre noir de l'Université française de Christophe Guilluy. On répondra aux attentes de Christophe Guilluy comme ça, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui il a bien raison. Toutes les idées nouvelles se font en dehors de l'université. Parce qu'il y a une chape de plomb incroyable. Il faut faire exploser cette chape de plomb. T'exagères, Pascal, parce que regarde la théorie du genre, ça, tout c'est des idées nouvelles, fait à l'université. Tout à fait, ouais. Oui. Tu vois, il y a de la nouveauté à l'université française. Mais il faut les titiller. Il faut y aller. Et notre espace, le champ de bataille d'Éléments, il se trouve là. Il y a plusieurs champs de bataille. Il y a un champ de bataille politique, il y a un champ de bataille, que sais-je.
Nous, notre champ de bataille, il est là. Et c'est ce qu'on va faire dans les mois et les années. C'est notre feuille de route. Et je crois que il y a un énorme travail pour faire, pour fracturer, pour faire exploser cette chape de plomb. Oui, parce qu'on en revient toujours à la même chose. Alors, c'est vrai que nous, notre moyenne d'âge avec le camarade Wilsdorf fait que nous ne sommes plus exactement dans ces catégories-là. Mais ceux qui vont passer devant, l'air de rien, ceux qui vont faire les pionniers justement de ce combat-là à l'université, vont jouer très gros. Ils vont jouer très gros parce que la chape de plomb dont tu parles, elle est entre autres professionnelle. Il y a une capacité quand même de nuisance de la part de tout le petit milieu qui tient les chaires de professeurs, voire les postes de maîtres de conférence, tout simplement. Leur capacité de nuisance est globalement intacte. Et dans certaines universités, elle est très très pesante. Ce qui veut dire que ceux qui vont passer devant vont clairement essuyer les plâtres. Alors c'est un combat, pour le coup c'est vrai que c'est un combat intellectuel, il n'y a pas mort d'homme, mais il n'empêche que professionnellement on sait très bien qu'un certain nombre d'étudiants ou de figures universitaires en effet qui s'engageront dans ce combat-là, ils laisseront forcément des plumes. Bon, après ça sera une histoire de courage individuel. Bon. Oui, parce que, mine de rien, Christophe Guilly, dans l'entretien, je le cite, il parle de système mafieux. Ces messieurs qui... c'est une poignée de mafieux qui régentent l'université. Il parle de parrains. Il parle de... certes, cette machine ne constitue pas un bloc monolithique, mais la vérité oblige à dire qu'elle ne fait émerger que des parrains. Dans le domaine qui est le mien, celui de la démographie et du territoire, c'est caricatural. Ma discipline est verrouillée par quelques personnages qui ne sont plus là que pour ostraciser. Je reçois désormais des courriels de doctorants qui m'assurent suivre mes travaux, mais m'expliquent qu'il leur est interdit de les citer. Donc voilà où nous en sommes. C'est un totalitarisme soft dans sa version universitaire. Dit autrement, le système est mafieux. Il l'est en ce sens où il s'agit de tuer. Il emploie le mot. De tuer professionnellement parlant les pensées dissidentes. Et il cite l'exemple de Michel Tribala. C'est la mésaventure qui est arrivée à Michel Tribala. Cela fait plus de 40 ans qu'elle accumule les études. Et toute sa carrière a été un long calvaire. Elle ne pouvait même plus aller physiquement à l'Institut national d'études démographiques où elle travaillait. Et elle devait travailler chez elle. Donc il faut entendre ça. Oui, faut mais entendre là, il parle de l'université, mais Michel Marmin a sorti un livre d'entretien avec Ludovic Maubreuil qui est remarquable sur ses mémoires. Michel Marmin, il a travaillé sous pseudo sur France 2 parce que son nom, il pouvait pas travailler autrement. Donc c'est pour ça que qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire sur ce sujet-là. Et c'est d'autant plus effrayant parce que le milieu universitaire, on a vraiment l'impression d'être dans une logique ou une ambiance, j'ose le dire, quasi stalinienne, parce que Christophe Guilluy, on dit on ne cite pas ou on ne peut pas citer tes travaux, alors qu'aujourd'hui Guilluy est cité à la radio et par la presse, qui est déjà voilà. On voit que c'est vraiment le dernier rempart encore. Et tu parlais tout à l'heure de cette glaciation qui est en train de rompre. Le milieu universitaire est encore. Il y a là un combat à mener qui est essentiel. Après, moi, je nuancerais peut-être un tout petit peu le point de vue politique, on va dire, de Christophe Guilluy sur ce système-là, dans la mesure où je pense qu'il y a aussi ce qui est inhérent à quasiment tout milieu professionnel, mais je trouve qu'il est très très fort à l'université française, qui est tout simplement la jalousie. La jalousie aussi, sur un moment, en effet, alors quand vous êtes c'est un phénomène de clan, en fait. Lorsque vous êtes intégré dans un clan et que vous avez du succès, généralement, ce clan serre les coudes autour de vous. Et vous êtes finalement à résister à la jalousie et aux choses trappes que d'autres clans, d'autres écoles, d'autres vont ouvrir devant vous. À partir du moment où on ne fait pas partie d'un clan, et c'est son cas, lorsqu'il parle de dissidence, en effet, c'est à la fois une dissidence intellectuelle, mais aussi une dissidence finalement individuelle.
eh ben, il n'y a plus personne pour vous protéger. Et donc, la jalousie, on l'apprend de plein fouet aussi. Je pense qu'il y a cet aspect-là qui, pour le coup, alors je ne connais pas les autres milieux universitaires, que ce soit en Europe ou même outre-Atlantique. Je pense qu'il est quand même particulièrement fort en France. Enfin, il est fort dans les pays où la figure de l'intellectuel, donc en gros des pays de tradition catholique, des pays où la figure de l'intellectuel est forte, reconnue, etc. Où du coup il y a en effet du succès à glaner, avec parfois des espèces sonnantes et trébuchantes sous la forme de livres. Bon. Peut-être qu'outre-Atlantique c'est moins fort dans la mesure où la figure de l'intellectuel est moins reconnue et importante qu'ici. Bon, ça c'est pareil, ça vaudrait sans doute le coup de pouvoir faire une comparaison en effet de pays à pays. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, donc je lance cet appel aux auditeurs de Méridien Zéro. Nous sommes en train de travailler sur un livre noir de l'université. Tous les témoignages sont les bienvenus. Alors, dans cet article, avec Christophe Guilluy, je dirais presque le cœur au travers de son dernier ouvrage, Le crépuscule de la France d'en haut, il y a une analyse quand même, tu l'as cité en introduction presque de l'émission, ce retour de la lutte des classes, enfin des classes en fait. Il parle, et là pour le coup, le mot est fort comme d'ethnicisation de la France, c'est quand même pas anodin, en parlant de cette espèce de retour de la lutte des classes et de ces classes qui, et on est en plein dedans là au travers de cet entre-deux tours. Qu'est-ce qu'on peut en dire exactement au travers de la pensée de Christophe Guilluy? Thomas. Je crois d'abord que effectivement le résultat du premier tour, il a inscrit dans la vie électorale la fracture sociale géographique et la lutte des classes que Guilluy a depuis plusieurs années décrite. Alors, il faut peut-être rappeler, d'un point de vue justement de l'ethnicisation dont vous parlez, les classes populaires qui ont quitté les centres-villes pour des raisons économiques et qui ont quitté les banlieues pour des raisons d'insécurité culturelle. L'insécurité culturelle. Voilà. Donc, on a maintenant ce paysage avec... ceux qui sont bien inscrits dans la mondialisation, à l'aise dans la mondialisation, et puis ceux qui en sont exclus. Et on a cette espèce de dissidence de la part des classes qui ont, comme diraient les sociologues de l'université, le capital culturel, social et économique. Moi, j'entends depuis dimanche soir, dans mon milieu socio-professionnel et dans mon quartier de l'Ouest parisien, si Marine Le Pen gagne, je vais quitter le pays pour aller de travailler à New York, à Londres, à Hong Kong. Et ça rappelle finalement, pour ça qu'on est proche de la lutte des classes aussi, ça rappelle 1981 et la gauche, l'arrivée des communistes au pouvoir. Et il fallait, on prévoyait de partir en Suisse. Ça rappelle aussi que la mobilité est un marqueur de cette nouvelle bourgeoisie. Enfin, quand on sait que, et Christophe Guilluy le cite, il y a 53% des Français qui vivent dans le département où ils sont nés. On atteint même plus de 60% dans les catégories populaires de la France périphérique. C'est vrai que on n'est pas dans le je vais partir à New York. Pour l'ouvrier d'Hénin-Beaumont, c'est plus compliqué, quoi, effectivement. Mais on a vraiment l'impression qu'on a nié cette espèce d'évidence sociale et que là, elle est en train de nous sauter véritablement à la figure, quoi. Saute à la figure. En parlant de comportement grégaire, justement, on est vraiment dans ce sujet-là. C'est ce que dit Guilluy, justement. Oui. Je crois que le fait que ce soit maintenant inscrit dans le paysage électoral, ça fait que ça saute aux yeux à des gens. Je veux dire, nous autour de la table, on le ressentait, mais maintenant c'est inscrit. Et je pense que
puisqu'on parle aussi de Jean-Claude Michéa dans ce numéro, la recension de Notre ennemi le capital, on a ce passage de ce que Michéa appelle l'alternance unique, où finalement depuis 30 ans, deux partis se passaient gentiment la balle tous les 5 ans pour faire plus ou moins la même chose. Le fait de la montée des populismes, comme on dit, en l'occurrence la telle montée du Front National qu'il est au 2e tour. Maintenant, on doit passer à, certainement, on le verra au lendemain des législatives, une grande coalition, et puis des populistes de gauche et de droite qui, malheureusement, n'arrivent pas à s'entendre pour le moment, même si, peut-être qu'on y reviendra, Mélenchon plutôt une attitude... en ce qui concerne lui, plutôt digne et plutôt saine. Et cohérente. Oui, c'est un petit côté 4ème République, ce retour de quadripolaire qui fait qu'en effet, on peut s'attendre à des coalitions au centre. Parce que, alors, pour le coup, ça m'a relativement surpris, parce que c'est quand même quelqu'un qui est insupportable. Je pense à Thomas Guénolé. Donc politologue, prof à Sciences Po, maître de conf à Sciences Po, mais qui finalement avait une lecture très simple, en effet, de l'élection. Alors en utilisant un critère qui me paraît tout à fait justifié, un autre qui l'est infiniment moins, en disant voilà, il y a en gros deux critères discriminants, c'est l'attitude face à la mondialisation et l'attitude face à la minorité LGTB. Donc, ça va sans dire, vous en doutez, que autant le critère mondialisation, je l'agrée totalement, autant je pense qu'en effet, le critère attitude face à la minorité LGTB me paraît nettement moins pertinent. Bon, n'empêche, du coup, il avait sa lecture suivante, qui était de dire à un moment, il y a deux candidats anti-mondialisation, donc au debout, Mélenchon-Le Pen. L'un étant bienveillant envers la minorité LGTB, Mélenchon, l'autre n'étant pas bienveillante face à la minorité LGTB, ce qui bien sûr, quand on connaît un petit peu l'entourage de Marine Le Pen, ne peut que faire rire, mais bon, il n'empêche, et disant les deux autres, ils ont en fait une attitude favorable à la mondialisation, donc c'était Macron et Fillon, simplement ce qui les sépare, c'est leur attitude face à la minorité LGTB. Et bon, c'est la blague, l'attitude face à la minorité LGTB. Ce qui compte fondamentalement, c'est en effet la position par rapport à la mondialisation. Et je ne vois en effet rien empêchant finalement ces gens qui ont voté Emmanuel Macron, ces gens qui ont voté François Fillon, de se réunir pour défendre le processus avec lequel ils sont d'accord et qu'ils soutiennent depuis des dizaines d'années maintenant, sous des variétés ou sous des formes diverses. Oui, c'est encore une fois, on en revient à Guy Lui, c'est le système tient aux retraités de la droite et aux fonctionnaires de la gauche. Mais ça va tenir combien de temps ? Parce que c'est quand même deux populations qui sont qui représentent qui sont pas en voie de disparition, mais enfin qui se rétrécissent, et on l'a vu. Et on l'a vu lors de l'élection. Et je pense, et c'est qu'il intitule son livre Le crépuscule de la France d'en haut, et que ce livre date d'il y a 6 mois. C'est ça, oui. Je trouve qu'il tombe à point nommé, quoi. Même le titre convient. Convient au moment, quoi. Il convient à l'explication du moment. Même si la France d'en haut est sûrement encore aux manettes pour un moment, mais en se reconfigurant dans une nouvelle alliance qu'elle est obligée maintenant de constituer au-delà du clivage droite-gauche. Oui, pardon, Pascal. Non, mais c'est sur le clivage droite-gauche qui est aussi c'est là où il faut peut-être pas se tromper, et c'est là où il y a plusieurs lectures du moment. On a beaucoup entendu parler de droitisation, de la société. Il y a plusieurs auteurs
plusieurs auteurs qui en ont parlé. Hein. Je pense à Guillaume Bernard sur le mouvement d'Extrogir. Je pense à Patrick Buisson, à François Bousquet, qui ont disons, mis au jour cette droitisation de la société. Et on est à ce moment, on est dans ce moment particulier où d'un côté, il y a cette thèse-là, et de l'autre, il y a la thèse des Guy Luy, la thèse des gens, de Michéa, d'Alain de Benoît, sur pour Alain de Benoît, le moment que nous vivons, c'est France d'en haut, France d'en bas. On change en réalité le clivage gauche-droite qui était horizontal se substitue à un clivage qui est maintenant vertical. France d'en haut, France d'en bas, gagnant de la mondialisation, perdant de la mondialisation. Et on est dans ce moment-là, dans ce moment historique-là. Et c'est pour ça qu'il est passionnant, parce que il y a plusieurs, on voit bien qu'il y a à la fois plusieurs sensibilités, plusieurs visions qui se cherchent encore, et plusieurs lectures du monde. Et ça, c'est ce qui rend le moment historique. Et en plus, ces visions-là s'incarnent dans des personnages. Je ne vais pas dire personnages historiques, hein, exagérons. Mais quand même, c'est quand même des personnages historiques. Macron est, voilà, il incarne ça. Mais c'est comment dire, un scénariste. Non, vraiment, hein, faut se replonger. Un scénariste m'aurait envoyé un scénario sur Emmanuel Macron, tout ce qu'il incarne. Je pense que je lui aurais jeté à la figure il y a 3 ans, parce que tant il en est caricatural. Voilà, exactement. Et ben voilà. Et pourtant c'est ça. Et c'est ce qui rend ce moment-là assez passionnant, je trouve. Et cette campagne, malgré les affaires, les machins, etc., est assez intéressante à suivre. Pour le coup, depuis quelques jours, cette cristallisation, elle est assez passionnante. Ceci dit, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on entend lorsque certains de nos concitoyens sont interrogés. La question des affaires en soi me semble pas avoir pollué non plus réellement cette campagne, dans le sens où, après tout, c'est aussi un moment, lorsque ces affaires elles sortent, elles sont aussi un témoignage de la façon dont le système et justement cette France d'en haut fonctionne. Et donc, de mon point de vue, c'est pas de la politique de bas étage, c'est aussi un moment de la vérité qui sort. Alors que cette vérité, elle était téléguidée, qu'à un moment ça sorte à bon escient et au beau moment dans le Canard enchaîné, mais ni plus ni moins que d'habitude, je dirais. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, Pascal, sur la question de la droitisation. Je prendrai un exemple très précis. C'est des études très récentes là, qui ont essayé de déterminer si les ouvriers votant pour le Front National venaient de la gauche ou si ils venaient d'ailleurs. Bon. Et globalement, les 2-3 sociologues qui ont travaillé sur la question disent en fait, il y a clairement un vote ouvrier qui maintenant est très largement acquis au Front National. Devant Jean-Luc Mélenchon, clairement. On est à plus d'un tiers, alors qu'on était pour Mélenchon seulement à 19%, je crois. Il y a encore beaucoup d'abstentionnistes. Tout à fait. Et simplement, ils disaient, voilà, en fait, ces ouvriers, finalement, ils viennent assez peu de la gauche, parce que lorsqu'on leur demande de quoi est-ce qu'ils se considèrent, généralement, ces ouvriers qui votent pour le Front National, ils se considèrent, ils disent, voilà, nous, on est de droite. Bon, et pour le coup, c'est une réalité que je connais, parce que mes cousins jurassiens, qui sont tous ouvriers, ne se sont jamais revendiqués eux-mêmes comme étant de gauche. Mais en même temps, et donc, en effet, ça viendrait plutôt à l'appui de ce que tu dis sur la droitisation, etc. Et en même temps, je pense que pour moi, il n'y a pas réellement de validité à tirer de cette réponse, dans le sens où, pourquoi est-ce qu'eux-mêmes ne se définissent pas comme étant de gauche ? Est-ce que c'est parce que justement, ils identifient être de gauche à la France d'en haut ? Parce qu'être de gauche, c'est François Hollande, etc. Et qu'à un moment, ces ouvriers, justement, ils ont fait sécession. Pour eux, ils sont la France d'en bas et ces gens-là sont la France d'en haut. Ou est-ce que c'est parce qu'ils votent Front National, la presse et les médias n'arrêtent pas de leur dire que le Front National, c'est l'extrême droite ?
Et donc, à un moment, ils disent si je vote pour le Front National, dont tout le monde dit qu'il est extrême droite, c'est peut-être que je suis de droite. Donc, en fin de compte, il faudrait tellement creuser la question et avoir une lecture très très fine au niveau du questionnement et de l'analyse du positionnement de ces ouvriers, que je pense que tirer un enseignement simplement de ça, de dire les ouvriers ils sont de droite, à un moment s'ils se définissent eux-mêmes comme étant de droite, c'est qu'en effet une droitisation de la société, ça me paraît quand même peu soutenable sur des jugements à l'emporte-pièce en fait, sur des choses peu creusées ou peu analysées, quoi. Voilà. Il y a sans doute quelque chose autour de la frontière dans ce que tu dis, là, de la notion que la gauche est devenue une force qui veut démolir, détruire, faire descendre toutes les barrières, toutes les frontières. Et que les classes populaires, la frontière, c'est leur patrimoine. Ouais. Mais je pense que la gauche, pour le coup, n'a pas changé. La gauche, depuis maintenant la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et en France, en tout cas, sans doute moins en Angleterre, par exemple, est très largement internationaliste. Sauf que tant que les ouvriers restaient chez eux, les ouvriers étaient frères. Voilà, on pouvait être frères avec les ouvriers quand en effet ils étaient dans leur propre pays. Maintenant que les ouvriers de ces autres pays, a fortiori quand ils ne sont pas européens, ils viennent ici, là la fraternité elle en prend un coup. La gauche n'a pas changé, par contre le point de vue des ouvriers sur cet internationalisme, de facto lui il a changé et c'est bien, c'est une bonne chose, c'est évident. Parce que mais il faut bien... Pour le coup, il y a vraiment pour l'instant, il y a quand même deux positions. Hein. La position de Guilly, elle est plutôt sur... Il y a ni droit dans ce vote périphérique. D'ailleurs, il utilise le mot ouvrier. Il utilise toujours le mot ouvrier, mais lui considère que en réalité, il y a une France populaire qui représente 60% et qui a été oubliée. Et donc, c'est vrai que le terme de France périphérique ou de France des oubliés qui représente 60%, parce que pour lui, il y a 60% donc, de ces gens qui sont délaissés et 40%, en gros, 40% qui profitent de la mondialisation, qui en tirent les bénéfices. En réalité, dans ces 40%, il y a ceux qui profitent de la mondialisation, qui en tirent les bénéfices. Il y a les retraités et il y a les fonctionnaires. Ce qui fait un ensemble de 40%. Ceci dit, Pascal, 27% de la fonction publique a voté quand même pour le Front National au premier tour. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est pour des raisons... Ça évolue. Ça évolue. C'est pour des... Alors, Guilby expliquerait qu'il y a le contact. J'imagine que c'est peut-être aussi des catégories de fonctionnaires qui sont plus au contact de certaines populations. À la fois de certaines populations ou dans des zones défavorisées, enfin des zones périphériques, qui sont ces fonctionnaires qui votent Front National. C'est quand même en gros des gendarmes, beaucoup donc qui sont au contact. Le personnel hospitalier qui en prend plein la figure. Oui, puis les catégories basses, moi je le vois sur mon lieu de travail. Les catégories basses, oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'elles sont précarisées à l'intérieur de la fonction publique. Puis il y a l'insécurité culturelle pour le coup. Tout à fait. Exactement. En réalité, je n'ai pas fait, je n'ai absolument pas regardé le pourcentage de vote des professeurs, mais il me semble, mais je crois pas que ce chiffre touche les professeurs. On est à 9%. Ouais, d'accord. Donc on est bien, pour le coup, on est bien en retrait. Oui, tout à fait. Et moi je le vois clairement. Non, pour l'instant la citadelle reste une citadelle. Alors, dans l'article, ça permet justement d'introduire le thème de l'identité dans cette question que Clément lui pose, en parlant de l'américanisation de la société française. Et Guy, lui, de dire en fait, on a
je le cite là, on a voulu adopter le modèle économique mondialisé sans adopter le modèle d'assimilation. Et que véritablement, ça c'est un échec, et qu'aujourd'hui, il parle justement de ces perturbations géographiques qui sont liées au fait qu'on n'a pas, cette assimilation ne s'est pas faite comme les élites auraient voulu qu'elle se fasse. Ça, c'est très important dans sa thèse. Quand l'assimilation se fait, c'est-à-dire déjà condition nécessaire, quand on prône l'assimilation, quand on demande l'assimilation aux nouvelles arrivées, l'autre devient le même. Donc, quand l'autre devient le même, comme ça s'est fait dans les vagues d'immigration antérieures, l'intégration se fait, et le problème d'identité se résout par le fait qu'on est entouré de même. Alors dans Éléments et dans on peut avoir des visions assez différentes là-dessus, sur l'assimilation. Est-ce qu'il faut l'assimilation? Est-ce que l'assimilation est possible de toute façon vu les flux massifs d'arrivants? C'est lui le dit. Hein. Non, mais il le dit. La question du nombre, la question du nombre de l'autre, comme tu dis, devient fondamentale. Pour le citer, tout le problème est que nous nous trouvons dans un monde où l'autre ne devient pas soi. Dès lors, la question du nombre de l'autre devient fondamentale. Voilà. De fait, oui. Alors, c'est marrant parce qu'il, pour le coup, on peut reconnaître ça quand même au département géographique français. C'est vrai que les quelques géographes qui ont travaillé sur la mondialisation, ils sont nombreux, en particulier sur la question migratoire, ont mis sur pied un concept qui me paraît relativement intéressant, qui est la circulation migratoire, qui a un lien intime avec la mondialisation, qui repose sur des choses très simples, qui est que jusque dans les années 80, ça coûtait très cher d'appeler le pays d'origine, ça coûtait cher d'y aller, de s'y rendre ne serait-ce que par exemple une fois par an. Les produits d'origine de ce pays étaient plus difficiles à trouver dans le pays d'accueil. Et donc, de toute façon, la rupture, elle se faisait, ce qui nous facilitait l'assimilation, pour peu qu'on soit évidemment sur ce modèle-là. Là, aujourd'hui, c'est fini. En effet, l'autre, il reste l'autre parce que la mondialisation le pousse à rester l'autre, en lui fournissant toute une série de services qui lui permettent en fait d'être ici comme il était là-bas. À manger comme là-bas, à appeler là-bas, à se rendre là-bas autant de fois quasiment qu'il veut, puisque le prix du transport aérien s'est effondré, à se faire rapatrier là-bas pour se faire enterrer, à se marier là-bas, etc., etc. C'est-à-dire qu'à un moment, la mondialisation, elle contribue aussi en fait à dynamiter ce modèle assimilationniste qu'on avait, pas seulement, non seulement parce qu'il y a la question du nombre, qui est en effet fondamentale, mais aussi parce qu'il y a toute une pratique en fait et toute une série de comportements qui sont permis par la mondialisation et qui viennent rendre totalement inopérant ce qui a longtemps constitué un des socles de l'attitude française par rapport au flux migratoire. Et donc en effet, quand bien même de toute façon, je pense qu'on n'aurait pas le même problème avec des gens qui seraient originaires d'Europe telle que c'était avant. Mais là, c'est accentué évidemment avec des cultures différentes de la nôtre. Ça se voit encore plus. Ceci étant, ce processus de circulation migratoire, il peut se repérer pour quasiment tous ceux qui sont ici, qui viennent d'outre-Méditerranée, d'Asie centrale ou de encore plus loin, du Sri Lanka ou d'Asie d'Extrême-Orient. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense qu'en effet, là-dessus, on n'a pas de prise non plus, on n'a pas du tout la main, clairement. D'autant plus que ces phénomènes ont été théorisés par les sociétés d'accueil elles-mêmes qui prônent l'ouverture, le fait de se vider nous-mêmes de notre identité pour mieux accueillir. Alors c'est peut-être aussi un signe de renonciation c'est sûrement et d'incapacité en plus. C'est pas peut-être. Mais malgré tout, alors, c'est là où il y a ce multiculturalisme dont on dit dont beaucoup de politiques disent le plus grand mal. Ce multiculturalisme de fait induit aussi un réenracinement de fait. Et c'est la raison pour laquelle
en réalité, la question identitaire, elle devient fondamentale. Elle devient fondamentale pour pour ces territoires-là, parce que on sait bien que, il le dit, tout minoritaire, c'est qu'il dépend de la bonne volonté du majoritaire. Donc après, Guy, lui, il y a tous ses travaux sur la guerre des yeux, etc., qui est assez intéressante. Qui baissera les yeux en premier du jeune immigré en basket et en Nike, par rapport aux petits jeunes blancs des quartiers. Il a une formule qui est assez assez simple et choc. C'est dans cette guerre des yeux, le jeune bourgeois n'a rien à perdre, hein. Il n'a rien à perdre, il a juste à perdre un petit moment de honte ou une guerre symbolique, et donc parce que ses parents, parce que c'est un jeune bourgeois, donc il a à sa disposition de l'argent, etc. Mais en revanche, celui qui a tout à perdre, c'est le jeune des catégories populaires, parce que lui, il a déjà pas il perd tout. Il perd à la fois le symbole, il perd symboliquement, et il perd l'estime de soi. La seule chose qui lui reste. Est-ce que, sa formule, le multiculturalisme à 10 000 euros par mois, tout le monde peut le vivre. En revanche, à 1000, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et il parle justement du plus grand plan social de l'histoire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ceci étant, on peut juste rappeler quand même que cette guerre des yeux, parfois, elle s'est quand même finie tragiquement, avec bien sûr. un coup de surin mal placé. Deuxième article qui peut nous apparaître comme fondamental dans le numéro de ce numéro d'éléments, c'est donc l'article consacré par Alain de Benoît aux catholiques. Alors, rien de surprenant, hein, on le sait, Alain de Benoît, depuis très longtemps, écrit sur le catholicisme, sur Jésus. Et donc c'est un intérêt qui donne des conférences aussi, tout à fait, dans des conférences. Voilà. Donc c'est un intérêt qui ne doit surprendre que ceux qui continuent de classer et de classifier Éléments comme une revue néo-païenne. Bon. Je trouve que son angle d'approche est intéressant parce que c'est avant tout un panorama. En gros, c'est où en est aujourd'hui cette France catholique qui, en effet, en apparence, est revenue sur le devant de la scène, qui a pu s'incarner à un moment dans la figure de François Fillon, en tout cas pour les médias. Et finalement, le bilan qu'il dresse est quand même bien plus... pas pessimiste, mais en tout cas bien plus mesuré, en disant le milieu catholique aujourd'hui, c'est avant tout un immense fractionnement. Oui, et j'ajouterais, Jean-Louis, que Alain de Benoît, avec cet article, a quand même eu, si j'ose dire, le nez creux, en quelque sorte, puisque en fait, cet article tourne beaucoup autour de l'identité du catholique en France et des différentes identités que compose le catholicisme français. Et on voit aujourd'hui, au sein de ce même milieu catholique, le problème des problèmes qui se déchirent, à savoir qui va voter pour qui, et en se jetant à la figure tel passage de l'Évangile ou tel autre, quoi. Thomas ? Oui, je crois que c'est un article très important parce que il s'est passé énormément de choses au sein de l'Église catholique depuis 5 ans. Et donc c'était le bon moment pour en faire un bilan et effectivement, comme vous le disiez tous les deux, faire un état des lieux qui montre que malgré tout ce qui s'est passé, les choses n'ont pas fondamentalement changé. Alors qu'est-ce qui s'est passé essentiellement depuis 5 ans ? Bon, évidemment le mariage homosexuel et tout derrière même ce qui s'est vu, c'est-à-dire les grandes manifestations, monstres de début 2013, la manif pour tous, énormément de réflexions, de retour de la jeunesse catholique, les réflexions, les manifestations des veilleurs, la redécouverte d'auteurs
qui n'était pas dans la lecture, dans la bibliothèque idéale du jeune catholique. Donc ça, Alain de Benoît en parle évidemment. Ça a été un premier point très important d'un certain renouveau de l'Église catholique. Et puis il y a eu un nouveau pape, donc le pape François, qui a apporté déjà une nouvelle origine géographique et une nouvelle vision du monde, notamment par une encyclique très importante, Laudato Si, autour de l'écologie. Et donc, à la fois avec la Manif pour tous, l'opposition au mariage homosexuel et cette question de l'écologie, ces deux mouvements se sont agrégés pour réfléchir autour de la limite. Et on a nos amis de la revue Limite, que Pascal avait interrogé récemment, et que Alain de Benoît a reçu récemment aussi sur TV Liberté. Bon, voilà, montrant que on peut avoir aussi des convergences autour de la question du libéralisme, la question des limites. Et j'avais eu moi-même il y a un an l'occasion de recenser dans Éléments un recueil fait essentiellement par des catholiques qui s'appelait « Faut-il se libérer du libéralisme ?» chez Pierre-Guillaume Deroux, auquel Alain de Benoît avait apporté sa contribution. Et on voit qu'il y a cette tension, qu'il y a une compréhension dans le monde catholique, enfin, de cette tension entre le libéralisme économique et puis le conservatisme des mœurs. Alors, c'est pas arrivé encore dans tous les cerveaux, et ça s'est incarné, cette tension a trouvé un petit peu son illustration dans la personne de François Fillon, qui effectivement a incarné un certain conservatisme des mœurs. C'est peut-être une des raisons, en plus de son soutien ou de son amitié avec la Russie, de son torpillage. Bon. Donc son conservatisme des mœurs, mais de l'autre côté, un programme qui était extrêmement, comme il disait, volontariste, brutal d'un point de vue économique. On voit que... Là, il a été dans une... Donc on voit que l'Église catholique, les catholiques pratiquants, certains ont effectivement beaucoup mûri une réflexion autour de cette tension, et puis d'autres restent dans un modèle de droite beaucoup plus traditionnel qui pense que le libéralisme économique peut s'allier avec... je crois qu'on peut aussi signaler l'importance du pontificat de Benoît XVI, qui a aussi remis sur certains fondamentaux, une certaine rigueur, un certain conservatisme, un retour d'une foi, entre guillemets moins débridée, qui était la foi issue directement du Concile Vatican II. On a vu qu'au travers de la Manif pour tous, il y a eu cette volonté de faire émerger un véritable mouvement politique autour de cette... ça a été quelque chose de compliqué. Et on se rend bien compte qu'au niveau de la droite, ce que j'appelle la droite institutionnelle, la droite autour des Républicains, la participation ou non, certaines phrases qui ont pu être dites autour de sens commun, a été véritablement quelque chose de déterminant. Et on sent aujourd'hui qu'il y a une véritable fracture entre ces catholiques qui continuent à lutter, parce qu'aujourd'hui, à savoir qui va pouvoir remettre en cause la loi Taubira ou qui ne la remettra pas en cause. Et on voit bien que Sens commun aujourd'hui est dans une situation un peu délicate, appelant plus ou moins à voter pour Marine Le Pen, là où la conférence des évêques, sans le dire, appelle à voter pour Macron, même si elle ne le dit pas de manière explicite, mais en disant faire barrage à la haine, on en est encore à ça, quoi. C'est quand même quelque chose de compliqué, et en même temps il y a l'émergence d'un mouvement politique qui a tendance à se structurer, et d'une droite conservatrice qui est en train de voir le jour de manière beaucoup plus, je dirais, structurée qu'elle n'était auparavant. Est-ce que tu ne crois pas que Sens commun réagit par rapport à Macron parce qu'ils ont en face d'eux, tout à l'heure on en parlait de la caricature, c'est-à-dire ils ont en face d'eux une personne qui a réussi à
personnellement incarné l'alliance entre les deux libéralismes, le libéralisme culturel et le libéralisme économique. Ils l'ont en face d'eux, là, comme ça. Tandis que François Fillon, c'était encore un petit peu la France d'avant, le notable. C'est-à-dire que il était, et de façon presque caricaturale, il a même dit un libéral dont le modèle était Thatcher, etc. Mais oui, tardif d'ailleurs. Oui, tu as raison de le rajouter. Mais il avait encore ce côté la France des terroirs, la France des terroirs conservateur. Il a explosé en vol parce que ce n'est pas tenable. C'est tout simplement pas tenable. Alors, Sens commun a porté François Fillon, mais mis en face de la vraie figure du libéral qui est Macron. Sens commun décide c'est non possumus, c'est ça. Je crois que pour revenir à Guy Lui, on voit bien que là pour le coup aussi on a véritablement un vote de classe. Le vote autour de Fillon a véritablement été un vote de classe. Sens commun incarne parfaitement ce vote de classe. Il n'y a qu'à voir qui sont les dirigeants de Sens commun. Ce sont quand même des gens, sont de bons bourgeois. C'est pas une critique forcément dans mon propos, mais non, c'est la réalité sociale. Mais c'est la réalité sociale. Donc ces gens-là aujourd'hui, effectivement, mis face à ce que représente Macron, c'est le démon quelque part pour eux, quoi, pour parler dans leur langage. Mais il y a espéré qu'ils prennent conscience que leur champion, François Fillon, je veux pas dire que c'était quand même un petit peu ça. Moi, je pense que pour Sens commun, François Fillon était un outil. Fondamentalement. Parce que derrière Sens commun, il y a qui ? Il y a des gens comme Charles Millon, par exemple, qui sont là et qui ont aussi une revanche à prendre et qui incarnent une autre droite, beaucoup plus conservatrice. Une droite qui a, dans les années 80, travaillé de près ou de plus ou moins près avec le Front National, ce qui lui a coûté cher d'ailleurs. Donc, je pense que aujourd'hui, Sens commun est surtout occupé à se dédouaner parce qu'on les accuse justement on montre du doigt la responsabilité qu'ils peuvent avoir dans l'échec de l'élimination de François Fillon. Mais je pense que là aussi, il va y avoir une recomposition qui ne va pas être inintéressante autour justement des gens de Sens commun, des gens comme Millon, d'autres, Nadine Morano par exemple, mais aussi des gens comme Dupont-Aignan, cette espèce de droite... C'est la thèse de Guillaume Bernard. C'est-à-dire que c'est la guerre des droites. La guerre des droites, c'est en réalité la droite, une partie de la droite, et d'ailleurs ça a commencé, Bruno Le Maire, etc., vont se déporter. Les déclarations de Lelouch encore aujourd'hui, appelant à voter Front National, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis, Lelouch a appelé à voter Front National. C'est Lelouch, je crois. Ah non, je crois pas. Non. Je me trompe peut-être. C'est pas Lelouch. Je fais peut-être une erreur. Non, en revanche, Bruno Le Maire, lui, il est prêt à participer à un gouvernement Macron. Et donc un gun. Oui, parce qu'en fait, il y a une très bonne analyse, là, je ne sais plus chez qui disait que l'application du programme de Macron, ce serait en gros l'application du programme de Alain Juppé, quoi. Donc, effectivement, il n'y a qu'à voir. C'était le programme de Fillon. Oui, de revenir sur Fillon, mais avec le sociétal, c'est à peu près la même chose. Avec le sociétal de Juppé. Avec la vieille France d'avant, quoi. Mais c'est la même chose, quoi. Ceci étant, c'est vrai que Alain de Benoît cite l'ouvrage de Yann Raison du Clesiou, paru il y a 2 ans chez Desclés de Brouvert, sur en gros qui sont les catholiques aujourd'hui, sociologie d'un monde divisé. Et donc il reprend en effet les 4 grandes familles qu'on peut éventuellement identifier aujourd'hui dans le milieu catholique. Donc en gros ceux qui suivent le modèle majoritaire de l'Église, qu'il appelle les conciliaires. C'est-à-dire ceux qui, à un moment ou à un autre, sont globalement en accord avec l'Église telle qu'elle a émergé après Vatican II. Ensuite, un groupe, une tendance qu'il appelle plus les émancipés, qui finalement serait peut-être plus à gauche que les conciliaires, en particulier en mettant en avant l'aspect social de l'Église. Ensuite, ceux qui sont vraiment sur un domaine très spirituel qu'il appelle les charismatiques, qui d'ailleurs rejoint un courant catholique qui porte ce nom. Et enfin, une dernière catégorie qu'il appelle les observants,
qui peut parfois éventuellement se confondre avec ce qu'on appelle les catholiques identitaires, c'est-à-dire ces gens qui finalement parfois ne sont pas dans la croyance, mais qui par contre reconnaissent au catholicisme un aspect culturel majeur. Et c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, cette lecture sur ces 4 groupes, c'est vrai que elle a forcément un côté schématique, néanmoins on peut la retrouver quand même sur le plan politique et elle est de fait intéressante. Quelles ont été les réactions à l'article ? Est-ce que vous en avez eu de la part de figures catholiques importantes ou pas d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a eu des remontées, des réactions ? Alors il y a toujours... je t'interromps, Pascal, à part celle de Patrice de Plinquette. À part celle de Patrice de Plinquette, oui, ce serait un chapitre, ce serait une émission qu'il faudrait lui consacrer. Il y a eu c'est un secret pour personne, hein, on suit vraiment attentivement ce que produit les gens, ce que produit les gens autour de Gauthier Besse-Dubec et de la revue Limite, des veilleurs, de toute cette mouvance-là qui nous semble être pour le coup la plus intéressante. Moi je trouve qu'il y a vraiment un beau boulot qui est fait chez Limite. Alors elle est souvent critiquée dans nos milieux. Ah bon ? Ouais. Ah oui. Ouais. Moi je trouve que au-delà de l'analyse et du constat écologique, il y a vraiment des choses qui sont proposées. Oui, parce il y a des solutions qui sont proposées de la part notamment de personnes qui vivent pleinement leur engagement intégral, que ce soit des gens comme Picaretta, Besbed ou même Adjadj. Je pense que... Et après on peut en penser ce qu'on veut, mais la revue est vraiment de grande qualité. Tout à fait. Ouais. Et je le dis d'autant plus facilement que je les ai, j'ai fait un petit entretien avec eux. On a fait une émission sur TV Liberté, et puis il suffit de lire, hein, et puis et alors là pour le coup on retrouve le si on peut parler de combat commun, en tout cas sur cette rupture avec le libéralisme. Là, on se retrouve il me semble que là, il y a des choses intéressantes à partager, à lire, c'est quand même un groupe c'est quand même me semble-t-il le seul. Vraiment, moi, j'en vois pas tout à fait d'autres. Hein, le seul groupe qui arrive à produire des choses intéressantes, à être présent dans les débats, à travailler. Picaretta, chez Limite, fait vraiment un très bon travail. Il y a entouré de Génie Bastier, d'autres figures, Adjadj aussi. Et je trouve que là, dans cet entre-deux tours, ils ont eu un positionnement plutôt intelligent où en fait, parce je pense que dans Limite, il y a des gens qui viennent de milieux très différents. Je veux dire, ils sont peut-être un peu à l'image de ce catholicisme aussi qui est quand même encore fracturé. Quoi, voilà. Ils n'ont pas réussi à... Oui, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. Ils sont encore tiraillés. C'est compliqué. D'ailleurs, ça se sent. Oui, tout à fait. Il y a dans ce milieu-là, comme le disait Jean-Louis à l'instant, des gens qui sont charismatiques, des gens qui viennent des chrétiens de gauche, comme on les appelle encore, ce qu'il en reste, autour de revues comme La Croix, notamment, des gens qu'on va retrouver. Parce que, je veux dire, que ce soit Besbed ou Picaretta, on les entend très facilement, on les lit très facilement, que ce soit dans La Croix ou sur Radio Notre-Dame, mais je pense qu'ils vont là où ils peuvent porter leurs paroles et leurs idées. Ça, c'est plutôt intéressant. Il m'a envoyé son dernier livre. Moi, je l'ai commandé. Voilà, il vient son nouveau livre, Radicalisons-nous. Exactement, Radicalisons-nous. Je l'ai pas encore lu, mais... cette idée de radicalité dans l'écologie, d'abord, je pense que c'est une nécessité absolue. Et eux, à leur niveau, ils l'assument pleinement et ils proposent des solutions, justement. Alors qu'ils soient portés après par leur foi et par leur engagement en tant que chrétien. Mais je pense que ça va de pair
avec cette espèce de... et ça, je pense qu'Alain de Benoît le souligne de manière très très nette. Aujourd'hui, les chrétiens sont décomplexés. À une époque où beaucoup de chrétiens, après le Concile, avaient complètement intégré le fait que la foi était véritablement de l'ordre du privé, aujourd'hui, on sent que les catholiques, les chrétiens, peut-être pas tous, mais en se structurant politiquement, au travers de différents engagements, reprennent et reviennent sur le devant de la scène et se réapproprient certains sujets d'actualité. Et c'est pas inintéressant pour le débat public, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, tu sais, on avait dit que le catholicisme français avait été marqué par 2 événements. Hein. Enfin, tu avais cité la manif pour tous, l'élection du pape François. Il y a un troisième élément qui, à mon avis, doit être intégré dans la réflexion, dans ce que tu viens de dire. C'est l'islam. C'est la réaction par rapport à l'islam. Et ce dont tu parles, c'est quand même, c'est quand même cette réaction en tout cas, tu vois, cette plus grande visibilité. Je pense que c'est pas anodin. Oui, avec une certaine ambivalence aussi. C'est-à-dire que je me souviens des attentats de Charlie Hebdo et de beaucoup de catholiques qui disaient, sans aller évidemment sans aller jusqu'à la justification de l'attentat, bien évidemment, hein, mais en disant je ne suis pas Charlie. On était assez nombreux dans ce cas-là. Oh oui, il y avait très peu de Charlie. On était nombreux dans ce cas-là, mais sur le thème de je ne sais pas Charlie, parce que quand on se moque de la religion, donc du plus intime, de ce qu'il y a dans la personne humaine, dans la conception d'une personne croyante, je dirais pas évidemment que ce qui est arrivé est normal, mais il y avait ce côté où on a semé, où les gens de Charlie ont semé quelque chose de mauvais. Et donc il peut y avoir... Ça, c'était de quel milieu, ça ? Le milieu catholique pratiquant, en certains, voilà, pas tous les catholiques pratiquants, mais moi j'ai entendu des expressions, y compris du clergé quelquefois, et sans tomber dans un clergé loin d'être intégriste. Et il y a aussi sur les questions de laïcité, le fait de ne pas vouloir, à juste titre, payer pour l'islam une moindre visibilité des religions sur la place publique. C'est clair. Là aussi, Sarkozy, en institutionnalisant avec le culte musulman, a quelque part, certains catholiques ont pu vivre ça comme une provocation aussi. C'est-à-dire que pourquoi leur donner une légitimité alors que nous, on nous dit effectivement, pas de signe ostentatoire, restez chez vous, la pratique est de l'ordre du privé, et ainsi de suite, quoi. Voilà, je pense que tout ça a permis aussi, parce que je pense, le combat politique dans les années 70, les catholiques l'avaient perdu. À partir du moment où, avec les lois sur l'avortement notamment, et les plannings familiaux et autres, je veux dire, voilà. Là aussi, ils l'ont perdu aussi. Hein. Oui, non, mais la manif pour tous. La manif pour tous, ils l'ont perdu en rase campagne. Hein. Oui et non. Oui. Ils l'ont perdu sur le terrain, mais dans les idées, aujourd'hui, on voit qu'ils l'ont peut-être pas totalement perdu. Sens commun, on est aussi l'illustration. Je pense que la revue limite quelque part aussi. Je dis pas qu'il y a un retour de l'idée catholique, il y a un retour de ce côté décomplexé qui fait qu'aujourd'hui on peut s'affirmer, revendiquer et parler et s'affirmer comme tel. En tout cas, c'est leur cas. Ouais. Alors, j'en ai d'accord que la manif, ils ont paumé, c'est une évidence, il n'y a pas de problème. Ouais. Et puis sur le poids de sens commun, je suis aussi dubitatif, mais bon. Ah oui, ouais. Mais sens commun, c'est quoi ? C'est du lobbying, rien d'autre. Ouais. Après, je pense que le ressenti catholique sur le fait qu'à un moment il paierait l'émergence de l'islam est évidente. Ça fait 15-20 ans qu'en effet, je pense que
chez certains de nos politiques, chez certains de nos représentants de la France d'en haut, il y a quand même, alors ils ne le diront jamais en tant que tel, mais je pense quand même qu'il y a une certaine prise de conscience des revendications et de l'aspect civilisationnel porté par les musulmans en France. Il suffit de voir quelqu'un comme Valls, je pense qu'il s'inscrit là-dedans, mais qui en effet, parce qu'ils ont une place à jouer, parce qu'ils ont certaines orientations, sont obligés de taper sur le catholicisme pour pouvoir limiter ou freiner la montée de l'islam en France, en l'occurrence. Et du coup, en effet, oui, parce que je pense que globalement, raisonnablement, il y a peu de politiques qui, au jour le jour, mettrait sur le même plan la pratique et le vécu catholique avec les revendications au quotidien de l'islam. Il suffit de prendre n'importe quel établissement scolaire. Je connais pas un établissement scolaire où il y a eu des élèves catholiques revendiquant qu'il y ait du poisson le vendredi ou qu'on fasse maigre lors de carême. C'est totalement faux. Moi, il faut qu'on m'en apporte un comme exemple. Ou portant la croix pectorale. Oui, voilà, c'est ça. Alors, si parfois, chez certaines gamines, sur un héritage culturel de Madonna, avec des trucs, mais on est sur du colifichet, on n'est pas sur une affirmation de foi, sur une revendication. J'aime l'héritage culturel de Madonna. Oui, je voudrais que tu me l'expliques. Alors, je note. Oui, Par contre, et là, pour le coup, pour l'avoir vécu, moi, je peux en fournir à l'appel. Ce sont des revendications quand même très très fréquentes sur le fait qu'il n'y ait pas tel ou tel aliment, que ça serait encore mieux si ces aliments étaient halal, etc. C'est pas... Voilà, alors... Nos politiques, en effet, oui, utilisent le catholicisme d'une certaine façon pour dire maintenant la République est égalitaire, elle traite tous ses enfants de la même façon. Regardez, bon, sauf qu'on le sait bien, non, on a deux religions qui ne sont pas du tout identiques. Pour l'une, d'ailleurs, ce n'est pas une religion, c'est carrément une civilisation. Et donc, à un moment, on est sur un traitement qui est profondément injuste. C'est clair, quelles que soient nos convictions. Et pour compléter ton propos, moi, pour l'avoir vécu d'expérience en école privée, pour des gens qui demandaient du poisson le vendredi, ils répondent que ce serait de la provocation pour les élèves musulmans. Donc ça prouve bien jusqu'où les catholiques, en tout cas dans des écoles privées catholiques, avaient intégré cette logique du genou à terre et du tendre l'autre joue, quoi, et du culte du pardon. On a véritablement nié toute forme d'existence en laïcisant, et puis il y a eu toute cette gauche catholique aussi qui a fait énormément de... Le concordisme. Le concordisme, exactement. C'est ça. En fait, c'est une adaptation du concordisme, quoi. Un souvenir très clair de Roland Ris, maire de Strasbourg, qui avait dit je mets du halal pour la diversité et je mets pas de poisson pour la laïcité. C'est une phrase magnifique. Ah bon? C'est merveilleux. C'est un margage. Non, tu l'inventes. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Elle est trop. Allez, oui, c'est à marquer, ça. Donc, pour Patrice de Plunkett, on reprendra rendez-vous. Oui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Disons que si pour les auditeurs, Patrice de Plunkett a été dans les années 70, au tout début des années 70, un des animateurs du Grèce et un rédacteur en chef adjoint de Éléments. Et c'est pas, enfin, tout le monde peut se reporter à la collection. Il y a eu deux numéros qui ont été marqués dans les années 70 par un anticatholicisme rabique. Et il y a juste à se reporter à ces numéros et à voir que, en réalité, ils étaient écrits par lui. Donc, moi, je ne critique jamais les gens qui changent d'avis, ils ont parfaitement le droit d'évoluer, de changer, ils ont vraiment, c'est. En revanche, il est. Voilà, oui, ben voilà, tu résumes. Non, mais c'est plus qu'on crache. Comment dire, c'est. En plus, il poursuit Élément, Alain de Benoît d'une haine que
on a l'impression qu'en réalité, il poursuit sa jeunesse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que Élément, ça fait très longtemps, et on peut voir ça fait très longtemps, il y a eu ce passage-là. Élément, ça a été créé par des gens qui avaient entre 20 et 25 ans. Donc oui, il y a eu des numéros, et ces numéros, et puis ça fait partie de l'histoire d'Élément. Moi, je ne suis pas catholique, donc ça fait partie de l'histoire d'Élément. Il y a eu ces deux numéros, absolument, d'ailleurs, qui sont illisibles aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de numéros d'Élément qui ne sont pas très lisibles. Et ces deux en font partie. Qui sont d'une haine, mais d'une violence, c'est incroyable, et qui ont été écrits par lui. Donc qu'aujourd'hui il donne des leçons, de catholicisme, et puis surtout qui n'arrête pas émission après émission, article après article, de poursuivre en mentant, en proférant des mensonges sur Élément, sur Alain de Benoît, etc. C'est insupportable. Voilà. Bon, bref, on pourrait... Moi, pour clôturer sur cet article sur les catholiques, je dirais que Alain de Benoît est un fin connaisseur de la question. Il n'y a, dans cet article, je dis à l'attention de nos amis catholiques qui nous écoutent, il n'y a absolument aucun parti pris, aucune attaque. Je veux dire, il y a vraiment une analyse assez juste. Ça n'a jamais été sa façon d'écrire. Oui, absolument. Non, mais je le précise par rapport à certaines personnes qui pourraient avoir une vision caricaturale de ce qu'est la revue. Et là, en l'occurrence, Alain de Benoît est fin connaisseur, il connaît bien, il débat assez régulièrement, on l'a dit, notamment avec la Bête Noire, mais avec d'autres aussi. Et je trouve que sa vision et son analyse de cette comment dirais-je, diversité chrétienne est vraiment catholique, en tout cas, est vraiment bien sentie au travers notamment de l'influence, du rôle que peut avoir le pape François aujourd'hui au travers de tous ces mouvements. Et voilà, je tenais juste à le signaler. Ouais. Et c'est vrai que il a été, en tout cas, la figure du pape François l'a intéressé, l'a tout de suite intéressé. Elle interpelle. Voire elle cristallise. Parce que, notamment, son rapport aux migrants, par exemple, il y a des choses quand même très particulières. Non, mais bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a sa condamnation assez forte du libéralisme, l'écologie. Il transgresse quand même. Il clive. Il clive. Il clive. Non, pitié. Non, mais c'est vrai. Il clive la communauté catholique. Il est très clivant. Oui, clairement. Et on a cité Laudato Si. Je pense que Laudato Si, au-delà du fait d'avoir été écrit par un pape, remet, comme on dit, en perspective certaines données de l'écologie qui sont bonnes à prendre pour tous. Je pense que Laudato Si, je crois qu'on avait fait une émission en son temps sur Laudato Si, ça me semble bien. Oui. Dernier aspect du numéro, dernier aspect, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, dernier aspect que nous avons évoqué ce soir, c'est donc le dossier intitulé la chute de l'empire médiatique. Alors un dossier qui est copieux, c'est vrai qu'il y a des fois les dossiers dans Élément ont un petit peu moins d'articles, et du coup il y a des fois on peut se demander où est le dossier. Là on ne peut pas le rater. Alors il y a 3 entretiens très intéressants avec Ingrid Recrieux, avec Claude Cholet, avec Robert Ménard. Un article de Slobodan Despot, et d'ailleurs nous pouvons inviter par ailleurs nos auditeurs et auditrices à s'inscrire à ce bulletin qu'il fait, qu'il produit tous les dimanches. Excellent bulletin. Anti-presse, c'est remarquable. Anti-presse, avec des choses qui sont excellentes, qui sont très variées. Enfin, il y a une diversité d'articles et de points de vue une analyse qui est remarquable. Une analyse qui est remarquable. Et un article de... Je me permets de dire que à la fin, on est le 15 mai, le 10 mai, et il sort son deuxième roman aux éditions Gallimard, dans la collection blanche, qui s'appelle Le Rayon Bleu. Voilà. D'accord. Et pour ceux qui ont lu Le Miel, qui était quand même un roman exceptionnel, j'invite... voilà. Slobodan, nous, ça fait maintenant bien longtemps qu'on essaie de l'attraper. On a failli l'attraper. Ouais, mais bon, il est là une fois tous les 15 jours. Non, mais il ne pouvait plus parler. Oui, il ne pouvait plus parler. Il n'a plus de voix. Donc voilà.
je m'engage à le faire venir la prochaine fois. Ouais, On l'a rencontré il y a peu. C'est une histoire de créneau. Voilà. Et un article de toi, Pascal, sur quelque chose qui aujourd'hui occupe les médias, c'est la post-vérité. Oui, la post-vérité. J'imagine tout le monde a peut-être je pense dû que ça en vaut le parler, coup. la Voilà. post-vérité, les fake news, etc. C'est en fait une notion un peu curieuse, la post-vérité, parce que en gros, c'est une sorte de monstre qui a été inventé par Donald Trump et qui serait en fait une alliance contre nature entre les charlatans politiques, donc Donald Trump aux États-Unis, Nigel Farage au Royaume-Uni, Marine Le Pen en France, etc. Et une populace qui est crédule. Alors que ce qui est intéressant avec la post-vérité, c'est que c'est un concept... C'est un concept qui a été créé par la gauche libérale américaine. Et c'est là où ça devient très intéressant. Et j'ai essayé, je me suis vraiment appuyé sur un article qui a été publié dans Newsweek. C'est un article d'un universitaire britannique qui retrace la généalogie de la post-vérité. Et là, ça devient intéressant parce que c'est aujourd'hui vraiment une tarte à la crème que tous les décodeurs et les décodex, les libés des intox, etc., vous ramènent à la figure, alors que c'est... je veux dire... c'est un concept de la postmodernité. C'est un concept c'est l'enfant de la postmodernité. Donc ces philosophes, vous savez, c'est ces philosophes français, Lyotard, Foucault, Derrida, les déconstructeurs. Les déconstructeurs, hein, qui ont mis en place ce concept-là. Vous savez, toutes ma part de vérité, ou ma vérité, ou les vérités, ou voilà, tout ça. Enfin, et j'invite, parce que il est en livre de poche, hein, à lire ce livre, mais qui est savoureux. C'est un Américain, mais un Américain comme on les aime, qui avait écrit Bullshit, c'est l'art de dire des conneries, c'est aux éditions 10-18, et qui en fait, c'est lui qui, très tôt, hein, en 86, il parle de ça. En 86, il règle son compte à tous ces penseurs de la modernité, de la postmodernité, des penseurs français qui nous reviennent aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, par un détour par la Californie. Et donc, il leur réglait leur compte, ce qui est assez... le livre était assez réjouissant parce qu'il s'en prenait vraiment à tous les... comment dire, tous les totems de l'époque, c'est-à-dire le journalisme littéraire à la Truman Capote, vous savez, le journalisme romancé, etc. Donc c'était... Et c'était intéressant de reprendre un petit peu cette généalogie-là pour se faire les déconstructeurs des déconstructeurs. En réalité, pour redire voilà, d'où vient ce concept-là. Voilà, ça me semblait intéressant. C'était intéressant justement de souligner parce que c'est quelque chose de pas forcément nouveau, mais qui aujourd'hui est mis véritablement en exergue, en valeur, et qui conditionne quand même pas mal l'environnement médiatique dans lequel on vit. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est la guerre. La guerre pour les faits. C'est les journalistes
les journalistes du Monde, de Libé, se lancent dans des nouvelles croisades, la croisade des faits. Alors que, et c'est là où il faut aller voir aussi c'est là où où je me suis appuyé aussi sur quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Frédéric Lordon, qui a fait une réponse mais vraiment magistrale à tous ces fact-checkers et qui rappelle une évidence, mais que j'imagine, que tout le monde qui rappelle une évidence, c'est que les faits ne disent rien en eux-mêmes. Les faits, c'est le commencement de la politique. C'est pas le terminus. Voilà. Et c'est ce qui est. Voilà. Et là, on est dans notre comment dire. J'allais dire dans notre élément. Voilà. C'est ce que. Voilà, c'est ce que en tout cas on doit proposer, c'est-à-dire des articles qui permettent de mieux se rendre compte de cette guerre culturelle qu'on nous... Une logique de décryptage, en fait. Ouais. De décryptage ou de remonter la généalogie, c'est plutôt. De remonter le fil, de remonter à la source. J'ai le petit livre de Gauthier Besse là sous les yeux. C'est La politique par la racine, le sous-titre. Radicalisons-nous la politique par la racine. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Voilà, on remonte à l'origine. Alors, moi, j'aimerais donner la parole à Serge, qui prend des notes depuis tout à l'heure, qui est bien sage, mais qui n'en pense pas moins. Non, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui, en fait, c'est... je suis tombé sur une sorte d'appel ou de pétition, d'appel d'universitaires à voter pour Macron. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, ils font véritablement partie de la France d'en haut, de ces élites autoproclamées. Mais j'ai un petit peu l'impression qu'ils jouent un petit peu avec le feu, parce que Macron a tendance à ubériser un petit peu tout, et donc j'aimerais bien qu'on ubérise un petit peu cette partie de l'université, parce que ça permettrait peut-être de... garder peut-être la partie scientifique, technique, mais je pense qu'il y a beaucoup de chaires universitaires qui, tout compte fait, dans un monde macronien, utilitariste, etc., n'ont peut-être pas toute leur utilité. Donc ça peut être intéressant de voir comment les choses vont évoluer. Cette évolution libérale à l'américaine, aller jusqu'au bout. C'est peut-être pas non plus dans la... Alors, je ne préjuge pas du tout du résultat des élections, mais je me dis que dans cet hyper-libéralisme qui nous attend peut-être pour quelques années, les humanités, entre guillemets, telles qu'on les enseigne depuis la Sorbonne du Moyen-Âge, mais avec beaucoup moins de liberté intellectuelle, n'ont peut-être pas une durée de vie encore très longue. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et je partage tout à fait les réflexions qui ont été faites tout à l'heure, notamment sur le fait que l'université n'est plus du tout un espace de liberté. Donc il y a un certain nombre de filtres à tout moment, mais on n'a pas parlé du CNU également, qui organisme composé de maîtres de conférences, de professeurs, qui est censé filtrer en quelque sorte ceux qui sont habilités à poser ensuite leur candidature lorsqu'un poste se libère. Donc il y a également des filtres idéologiques. Qui agissent comme une véritable police politique. Tout à fait. Donc il y a des... on sent que dans certaines chaires, donc dans le domaine des relations internationales, il y a une forte prépondérance des atlantistes également. Donc il y a beaucoup de... Alors les Russes vont dire russophobie, mais j'aime pas beaucoup ce terme-là, parce que ça sous-entendrait qu'ils se posent en victime. Mais il y a, je dirais, 90% de l'université française est atlantiste. En fait, donc Sciences Po, c'est évident, mais... bien au-delà. Bien au-delà. Donc, je dirais qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de choses à sauver, en fait, mais il y a peut-être à reconstruire, effectivement, à déconstruire et puis à reconstruire. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Cet appel m'a paru tellement incongru, cet appel d'universitaires à prendre position, effectivement. Donc, alors, ça se passe sur Internet. Je suppose qu'ils vont trouver
une tribune dans Le Monde. Ça se passe sur Internet, mais c'est relié dans les radios, puisque moi je l'ai entendu tout à l'heure. Voilà, sur- tout à fait, oui. Oui, bon, on peut citer le président de l'Université de Bourgogne, hein, qui a pris position très très claire en invitant ses collègues, en effet, à voter pour Emmanuel Macron. Mais bon, ça, en même temps, c'est vrai que... Alors, ceux qui n'ont pas connu que 2002, de fait, peuvent trouver ça surprenant. On est là, hélas, dans une triste redite. Vous vous souvenez, on avait appelé ça c'est la semaine de la haine, parce qu'en effet, il y avait un côté totalement hystérique. Je trouve qu'on est quand même un petit peu en deçà. Largement en deçà. largement en deçà. Il y a quelques lycées bloqués, mais bon... Oui, mais ça, ça n'a pas c'est été très oui. loin. Et ce racisme, machin, là, c'était 300 personnes, place de la République. Oui. Enfin, 30 à Toulouse et 300... Donc là, je crois qu'il y a un appel à manifester début de semaine prochaine aussi. On va voir ce que ça va donner. Et les lycées bloqués sont sur un mot d'ordre, ni Macron ni Le Pen. Hein. Ni patrie ni patron. Oui, c'est ni patrie ni patron. Mais c'est vrai que par rapport à 2002, on est quand même beaucoup moins sur le discours moralisateur et le retour de Nuremberg et de on a eu le Veldiv. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur l'horreur économique. L'horreur économique du programme. Ouais. De Marine Le Pen. Ouais. On fait, est moins c'est sûr, sur oui, tout à fait. les heures les plus sombres de notre histoire. tout à fait. Bon, on l'est quand même un peu, hein, mais Il y a eu des tentatives. c'est quand même l'horreur économique. Ouais, c'est tout à fait. Ceci dit, ce vendredi, Emmanuel Macron est à Oradour-sur-Glane. Hein. Donc, quand même. Ah bon Bah oui. d'accord. Je pense qu'il n'y a Ça, pas vu. 36 façons. Il faut quand même tirer la couverture de ce côté-là. Ça reste une gonflé, une arme de destruction C'est quand même massive. gonflé. Ah oui, mais bon, c'est relativement logique. Par rapport aux médias, Serge, parce que par ailleurs, vous animez quand même une petite maison d'édition. Les éditions Astrée. Voilà. Oui, tout Quand à je fait, dis oui. quand je dis petite, ça n'a rien de péjoratif. Hein, Oui, non, aussi petit, tout à fait. ouais. Je crois qu'on a publié au total 17 titres, donc plutôt dans le domaine de la stratégie, de l'histoire militaire, un petit peu de littérature russe. Pas grand-chose sur les médias, sauf peut-être à considérer la 4e guerre mondiale de Constanzo Prévé comme effectivement le rappel pour Prévé, la 4e guerre mondiale, c'est la guerre culturelle qui se joue actuellement entre les États-Unis et le reste du monde. Donc on touche là le médiatique, effectivement, oui. Et vous, au niveau de la diffusion des livres, vous avez quand même un petit peu de contact avec ces milieux-là ou pas du tout? Alors la diffusion, pas du tout. Je dirais que la diffusion se fait souvent par on n'a pas de distributeur ni de diffuseur, donc on dépend de commandes individuelles de clients qui vont chez leur libraire pour ensuite... Je me suis mal exprimé. En termes de diffusion, je pensais plus le fait de faire connaître votre production littéraire, de fait. Est-ce que en gros, est-ce que vous, par exemple, vous prenez l'initiative d'envoyer les livres à ces médias-là ou pas du tout? On envoie quelques livres, mais là encore, on est un petit peu limité par je dirais, les tirages sont relativement faibles, donc le service de presse est relativement limité également, quoi. Il faut, on peut pas faire comme Gallimard qui envoie, on l'a entendu il y a quelques... C'est parce qui qu'on envoie a Slobodan. une centaine d'exemplaires en service de presse, quoi. Donc bon, il faut... Ce qui est rigolo, c'est que en fait, la conversation, c'est que Slobodan Despot est aussi éditeur, et donc il était il revenait sur cette question de porter les livres qu'il publie à la connaissance du public, et donc d'envoyer des services, etc. C'est Xenia. Et il était estomaqué parce que, bien évidemment, il avait, quand il publie son roman chez Gallimard, il avait à disposition un nombre de livres que même en rêve, il n'aurait pas pu envoyer pour 10 des livres qu'il publie, qu'il n'aurait pas pu envoyer en service de presse. Mais pour revenir sur les éditions Astrée, il faut peut-être en faire la promotion là maintenant. C'est le moment. Non, mais justement, Serge. c'était l'occasion de parler des éditions. Parce que moi, je vous conseille. Parce que Serge devait déjà déjà venir avec le camarade PGL il y a Oui, peu, mais je crois que tout à fait. tu étais malade, au lit. Voilà, j'avais 42 fièvres à l'époque. C'était C'était difficile. oui, c'est ça. Oui. Et en fait, en plus, j'étais totalement aphone, donc c'était. Donc ça aide pas non plus pour la J'aurais pu radio. éventuellement venir avec
des béquilles, mais j'aurais pas pu être capable de parler, quoi. Mais Moi, je vous conseille un excellent petit livre sur Tintin. Tu en oui, alors, parles ? ça s'appelle Le secret de l'oreille mystérieuse. En fait, c'est une analyse de. Oui, j'ai oublié la BD, effectivement. Donc, on a un titre qui concerne le domaine de la BD, mais c'est purement textuel. Donc, il n'y a pas de. Comment dire de cases. De cases à l'intérieur, quoi. Donc, c'est une analyse de l'oreille cassée de Tintin, donc, qui est le seul. Le seul album en fait qui n'a pas de solution en quelque sorte. Donc l'auteur est un commandant de police en fait qui a travaillé 8 ans sur le sujet, qui est passionné par Tintin et qui a appliqué les méthodes de la police judiciaire à la résolution d'une énigme de bande dessinée, quoi. Donc le livre est tout à fait passionnant. Il faut être passionné par Tintin. C'est un livre vraiment où j'imagine qu'il y a des tintinophiles. Faut relire l'oreille cassée avant. Voilà, Pour relire l'oreille cassée avant. Et il faut avoir l'album en permanence. Et encore la version noir et blanc, la version couleur parfois sous les yeux. Et puis Et comment spécialiste, là. vous avez sorti comment s'appelle ce livre sur la Baltique là, qui était sorti il y a pas Homère Homère la et la Baltique. Baltique. Oui, tout à qui est fait. sorti aux Oui. éditions Astrée. Tout à fait. Voilà. Et On en a fait d'ailleurs. qui avait été chroniqué dans Chroniqué par Jean dans Audry, Éléments. notamment. Dans Oui, Éléments. Dans Éléments, avec Ouais. sur 2 pages effectivement. Ouais, bien sûr. Et là, ce qui est intéressant pour le livre, en fait, c'est un livre qui a été écrit en italien. La première édition date de 20 ans. Elle a été traduite dans 5 ou 6 langues, dont même le lituanien, le letton, l'allemand, l'anglais, l'espagnol. Et il n'y avait toujours pas de version française. Et l'auteur m'a contacté il y a quelques années. Effectivement, le problème qu'on a, nous, en tant que petit éditeur, c'est le coût de la traduction. bien Donc, sûr. je lui ai expliqué qu'on allait essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour traduire son bouquin. Mais j'étais passionné par les quelques pages de l'introduction que j'avais lues en français déjà. Et en fait, donc j'ai eu cette discussion avec l'auteur. 3 mois plus tard, je reçois un petit texte de sa part d'une 30aine de pages et il me demande quelle est la qualité littéraire de ce texte. Je lui dis mais c'est très bon, il y a peut-être quelques italianismes à rectifier, mais c'est vraiment très faible, ça reste très lisible. Et il me dit bah écoutez, je suis content parce que je l'ai traduit moi-même. Et en fait, ce sont cette génération d'Italiens qui ont 70 ans environ, Très francophile. et qui sont à la fois francophiles, francophones, et qui ont appris le français dans les années 60, quoi. Et donc, ça m'a fasciné de voir un auteur qui, en fait, traduit lui-même son propre bouquin. Donc, il m'a proposé ensuite de traduire lui-même son livre. Il a passé ses vacances à le traduire. Et tout en le traduisant, il l'a adapté. Ce qui fait que la version française, en fait, correspond pas exactement à la première, bien évidemment, à la première édition italienne. Donc, c'est une édition revue et corrigée, retravaillée. Donc, c'est une édition unique, en fait. Et puis, sur le sujet, il pouvait y avoir qu'une préface. Celle d'Alain de Benoît. Celle d'Alain de Benoît qui s'est imposée naturellement. Qui est acceptée très amicalement et très il est immédiatement, passionné par le sujet. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai contacté Alain de Benoît, en fait, c'était quelques jours après, ou quelques jours avant la parution dans Nouvelle École de l'introduction. Parce qu'il était en contact avec l'auteur. Voilà. Et donc, en fait, on ne s'était pas vraiment coordonné du tout. Il était en contact Exactement. avec Le hasard fait l'auteur. bien les choses. Et ce que j'ignorais, en fait, donc. Mais c'est un livre fascinant, effectivement, sur les origines des civilisations européennes. Donc, la théorie de Vinci, c'est effectivement que le mythe d'Homère ne s'est pas passé en Méditerranée, mais dans la mer Baltique. Donc, la ville de Troie, par exemple, serait une ville actuellement finlandaise qui s'appelle Toya. Et donc, il y a énormément d'analyses linguistiques, d'analyses météorologiques, de géographique, topologique en quelque sorte, quoi. Et le livre amène conduit à réfléchir effectivement, et je pense qu'il faut lire peut-être pour commencer la recension, la grande recension sur 2 pages qu'on a faite à Jean Audry dans Éléments, qui resitue la question. Bon. Mais il ne nous reste plus qu'à inviter nos auditeurs à découvrir le catalogue des éditions Astrée. Petit catalogue. Petit donc catalogue, c'est 17 parutions, c'est quelle modestie. Non, il est trop modeste, c'est un très beau catalogue. Bon. Et avant de nous quitter pour terminer sur ce dernier numéro en kiosque d'Éléments, avant d'inviter nos auditeurs à le lire et bien sûr à s'abonner, moi j'aimerais signaler 2 articles qui m'ont beaucoup plu. Alors j'avais lu le livre avant de lire l'article, donc l'article sur Michel Marmin, autour du livre par
cet article écrit par notre ami François Bousquet, autour du livre paru chez Pierre-Guillaume Deroux, sous le titre « La République n'a pas besoin de savants ». J'invite véritablement tous nos auditeurs à se procurer ce livre qui est remarquable. C'est sous forme d'entretien avec Ludovic Maubreuil, à découvrir Michel Marmin et toute cette histoire de la Nouvelle Droite et du Grèce au cours des années, mais également les passions qui sont les siennes, notamment le cinéma. Et voilà. Et ça se complète bien oui. avec... On a désormais les trois fers de lance, trois fondateurs. Enfin bon, c'est-à-dire qu'on a le livre de mémoire, enfin Mémoire vivre par Alain de Benoît. On a le livre de Jean-Claude Vallat, qui est extraordinaire. Moi, qui est malheureusement qui est pas fini en fait. Oui, qui est pas fini, mais je veux dire, qui est extraordinaire quand même parce que il est complètement différent de celui de Alain de Benoît et de celui de Michel Marmin. C'est vraiment, on voit là les trois personnalités. Et trois itinéraires. Et trois itinéraires complètement différents. On a l'impression qu'ils n'ont pas. Enfin, ils rencontrent des gens qui sont totalement différents. Le livre de Jean-Claude Vallat, c'est un livre de journaliste, c'est un livre de rédacteur en chef, c'est un livre de patron de presse. Et qui est écrit de manière remarquable. Ouais, quand j'ai lu ce livre, je l'ai lu et je l'ai relu. Ouais. À chaque fois, je me dis, mais j'ai pas connu Jean-Claude Vallat et c'est un de mes grands regrets en fait parce que ça devait être quelqu'un d'extraordinaire. Ah oui, c'était quelqu'un d'extraordinaire et qui entre autres m'avait confié la mission de remettre éléments au centre d'en refaire une revue qui est au centre des débats intellectuels parce que ça lui parce qu'il a il avait un véritable œil de rédacteur en chef parce que pour lui il fallait que Éléments soit dirigé par un journaliste et que et qui soit épaulé par Alain de Benoît, que en fait que le journaliste et l'idéologue marchent ensemble. C'est ce qu'il a fait pendant très longtemps sur Éléments, et puis après il y a eu cette maladie très cruelle qui l'a obligé à prendre un peu de recul. Mais pour lui, c'est ça, c'est le couple. Il y a toujours eu un couple dans Éléments. Lui, il y a eu le couple au tout début, on oublie, mais au tout début, le couple, c'était pas Alain de Benoît. En réalité, le couple, c'était Jean-Claude Vallat, Michel Marmin, pendant quelques temps. Après, Jean-Claude Vallat et Alain de Benoît. Et puis après, il y a eu Pierre Vial et Alain de Benoît. Enfin, il y a même eu Pierre Vial, Michel Marmin, Alain de Benoît, Charles Champetier et Alain de Benoît. J'espère après, il y a eu cette période, ce passage à vide. Et après, il y a eu une période où c'est pas un passage à vide, c'est que vous voyez, moi voilà, le roi Arthur, il était endormi, il a fallu le réveiller, quoi. Donc et donc voilà. Et puis après, voilà ce qu'on, une revue et une revue d'idées et pour revenir sur Jean-Claude Vallat, c'est ce que ça lui, il avait la nostalgie des premiers numéros d'Éléments, qui étaient plus, qui étaient plus incisifs, qui étaient qui avait des articles assez courts, où il y avait des coups, presque des coups journalistiques, puisqu'en réalité Éléments a aussi servi de matrice d'école de journalisme, de laboratoire, etc. Au lancement du Figaro Magazine, etc., etc. Et donc Éléments, c'était à ses yeux, c'était un journal hybride. C'était une revue, mais un magazine, mais aussi, et il y avait tous ces éléments-là. Donc son livre, c'est Engagement pour l'Europe. Engagement pour l'Europe, ça y est, ça m'est revenu. C'est un livre,
c'est un livre de... Enfin, moi, je trouve que c'est un livre de journaliste. Voilà. Et Michel Marmin, qui, alors lui, et c'est totalement encore différent. Et je trouve que c'est bien parce qu'on a les trois... on a vraiment une vision globale avec ces trois livres, ces trois livres de mémoire. Qui montre à quel point la richesse intellectuelle, enfin, je dirais la richesse de ce courant de pensée et sa diversité aussi d'une certaine manière, parce que je dirais, il n'y avait rien de monolithique ni de stéréotypé, loin de là, loin s'en faut. Et pour terminer, alors en ce qui me concerne en tout cas, et ça permet aussi de souligner l'apparition depuis quelques numéros des pages musique dans Éléments, puisque pour tout ce qui était culturel, on avait le cinéma, la littérature, et là maintenant, la littérature depuis bien longue date, bien évidemment, mais là aussi, depuis quelques numéros, des articles sur la musique, et notamment cet article, j'ai trouvé très original de Ludovic Maubreuil sur David Bowie. Pas forcément, enfin voilà, juste parce que cet article qu'il appelle le caméléon de la pop, fort bien écrit d'ailleurs, qui donnerait des complexes à tout écrivain de musique, parce qu'il écrit remarquablement bien, mais surtout qui amène le personnage de Bowie sous un angle et dans une réflexion, j'ai trouvé très originale. Donc voilà, j'en dis pas plus. Alors, oui, Bowie, on peut rappeler juste en vitesse qu'il avait quand même provoqué une belle polémique au dernier panneau Actu, puisque finalement Xavier Aimant ne partageait pas exactement la vision de David Bowie que pouvaient porter certains autres invités. On peut en penser ce qu'on veut effectivement, mais en tant qu'artiste qui a marqué quasiment 30 ans qui est protéiforme, enfin qui est à la fois mime, musicien, chanteur, acteur, et je trouve que cet article en fait amène la musique pop qui n'avait pas forcément qui n'avait pas droit de citer. Voilà, qui n'est pas cité dans les mais il l'amène de telle manière que sous un angle qui est quand même très intéressant et qui permet de lire un peu entre les lignes de ce que fut David Bowie. Voilà. Il y a encore des angles morts dans Éléments. La musique pop ou la chanson ou ça en fait partie, mais il y a d'autres angles morts que j'aimerais bien combler. Mais ça se fait petit à petit. Mais ça se fait petit à petit. Ça se fait en faisant des erreurs. Ça se fait en tâtonnant. Ça se fait et puis petit à petit, pof, on pose une rubrique. On accompagne un auteur. Là, par exemple. Si on a le temps, on a suivi depuis ses premiers pas quelqu'un comme Pierrick Guiteau, qu'on accompagne depuis très longtemps. On a fait la même chose avec Xavier Aimant, qu'on accompagne, dont on a publié le premier livre, etc., aux éditions Crisis. Ça, c'est notre rôle, c'est-à-dire de faire émerger des auteurs. Parce que c'est bien, on a parlé de Jean-Claude Valade, d'Alain de Benoît et de Michel Marmin, et en même temps, c'est des gens qui comptent, mais il y a aussi à faire vivre une communauté de collaborateurs, d'écrivains, de journalistes, d'universitaires, et c'est ce que Éléments doit faire, donc d'accompagner le travail de François Bousquet quand il publie son livre sur Patrick Buisson, d'accompagner le travail de Serge Gadal quand il édite ses livres, etc. C'est-à-dire d'avancer un peu tous ensemble. Alors quelquefois il y a des numéros où ça coince, enfin voilà, ça marche pas, voilà. Mais en tout cas, d'essayer d'avancer un petit peu groupé pour faire émerger une nouvelle culture. C'est ce qu'on défend tous, c'est cet esprit de communauté qui est important. Et on signalera d'ailleurs dans ce sens le travail qui est fait aujourd'hui par Thibaut Isabelle autour des éditions Crisis. Oui, bien sûr. Cette structuration nécessaire pour en faire une véritable maison d'édition. Oui, tout à fait. Oui, on peut finir sur l'annonce par rapport au Cercle Proudhon. Absolument. Par rapport au colloque Proudhon. Voilà. En parlant de Thibaut Isabelle,
voilà. Ah, voilà, on est en plein dedans, On est en plein si j'ose dire. Donc simplement rappeler que ce colloque aura lieu donc le 20 mai prochain. Donc le colloque Proudhon, l'anarchie sans le désordre, le sous-titre donc de ce colloque. Les intervenants, on les a cités tout à l'heure, donc Alain de Benoît, Marc Imbert, Thibaut Isabelle, Michel Onfray, Chantal Gaillard, Roger Su, Marc Alévi. Ça aura lieu donc le 20 mai prochain de 14h à 18h à l'espace Montcassin. L'espace Montcassin, c'est 164 rue de Javel. J'ai pas le 75 739, j'ai pas le j'ai pas l'arrondissement, mais bon. C'est dans le 15e. C'est dans le 15e, voilà, Ouais. tout à fait. Voilà. Et il faut s'inscrire, ou Il faut s'inscrire, on peut s'inscrire sur le crisisdiffusion.com, voilà, Ouais. tout simplement. Et puis pour notre part, donc la semaine prochaine, nous ferons. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à attendre généralement ce rendez-vous. Il est évident que nous allions en faire un par rapport aux émissions et par rapport aux élections et par rapport à l'actualité de notre pays. Nous ferons donc un panorama actu avec l'équipe habituelle la semaine prochaine. Voilà. Qui sera volontairement à quelques jours du second tour, puisqu'il était intéressant et important de pouvoir situer ce panorama actu juste après le débat. Débat qui promet. Voilà. Le débat. Voilà. Nous vous remercions tous les trois. Merci à vous. Pour cette émission qui j'espère aura incité et aura poussé les auditrices et les auditeurs à acheter le numéro d'éléments. Il sera en kiosque en gros justement jusqu'au 20 mai. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, Pascal. Et donc on se revoit bien sûr du coup dans 2 mois. Exactement, Voilà. Juste après le colloque Proudhon. Absolument. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. À l'abordage. Et pas de quartier. Salut à tous.